Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Bonjour, je suis Marie-Etchari Ferré, passeuse d'âme, et voici mon index ABC. Merci d'accueillir Marie sur les canapés. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être là et merci de vous confier de cette manière-là. Et il se passe beaucoup de choses quand on est évidemment sur ces canapés et quand on interagit ensemble, mais il se passe aussi beaucoup de choses quand on est hors antenne. Oui. Et on discute et on échange et on se dit tiens, on va prendre tel angle, on va vous accueillir de telle manière, on va dire les choses. Et vous avez dit une phrase qui m'a interpellé. Vous dites en fait, je ne sais pas exactement la raison pour laquelle je suis là, mais en tout cas, je me laisse porter. Oui. Par ce que je ressens. Et vous vous sentiez de venir vous installer ici. De venir, oui. En fait, je regardais l'émission régulièrement. Et puis, je crois que c'était au mois de novembre, au mois de décembre, j'ai consulté une médium que j'aime bien. Et j'ai dit, tiens, je vais faire un petit tirage comme ça. Et elle me dit, dans quelques mois, il y aura quelque chose à Paris et c'est important, il faut que tu le fasses. Et un soir, je me couche, je vois l'appel à thérapeute, je me dis, bah, ça se trouve, c'est ça. Comme je suivais déjà l'émission depuis un moment, je dis, bah, j'y vais. Et puis voilà. Ouais. En fait, je réfléchis jamais trop à ce que je fais. Alors, c'est ça c'est sans doute la phrase générique de votre vie. Oui. Je ne réfléchis jamais vraiment trop à ce que je fais. C'est après. Vous vous laissez porter par les événements, par ce que vous ressentez. Oui, toujours. Et ensuite, vous analysez les choses. Et après, le mental prend le dessus, les peurs, Après, le process, comme tout le monde, se met en route, mais à l'initiative, ce n'est que par mes ressentis et les messages que je fonctionne. Passeuse d'âme, médium, coupeur de feu, c'est comme ça que vous vous définissez aujourd'hui. Oui. Et dans votre fiche de production, vous dites un truc qui m'a interpellé. Vous dites, grâce à ma médiumnité, je communique et je canalise les messages des âmes, incarnées ou non. Oui. Bah oui, parce qu'en fait, le passeur d'âme, très souvent, on pense que c'est juste faire passer une âme décédée, désincarnée, vers la lumière, mais c'est pas que ça, en fait. C'est aussi accompagner les âmes incarnées tous les jours dans leur mission, dans leur transition de vie. Comme un coach? Exactement. En fait, moi, je me considère un peu comme un coach d'âme. Donc, j'ai cette capacité de recevoir les messages des âmes. J'écoute la personne, j'écoute ce qu'elle me dit, mais en parallèle, j'ai aussi les messages de son âme qui vont m'aider à dire, bah oui, c'est la bonne direction, bah non, attention, pas ça. Et je l'ai compris et défini au fur et à mesure des années. Ça n'a pas été comme ça. Tiens, pour moi au début, je pensais que c'était mon ego peut-être qui interprétait. J'ai grandi comme ça. Après, quand j'ai compris vraiment que c'était l'âme de la personne ou des guides ou autres qui m'ont envoyé des messages, là j'ai pris du coup une autre façon de voir et de faire et je l'ai travaillé pour accompagner en fait. J'ai mis quelques secondes d'interruption dans ce programme juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie, et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Il faudrait vous consacrer une émission entière pour être vraiment au cœur de tout ce qui a jonché votre vie. Peut-être. Non, mais c'est incroyable. Vraiment, en préparant l'émission, je me suis dit, il se passe des choses extraordinaires dans votre vie. Beaucoup de choses, je pense. Oui, je pense aussi, ouais. En tout cas, pour revenir à ce qu'on disait en tout début d'émission, qui consiste à dire que vous laissez porter par votre intuition et par ce que vous ressentez, il y a, au travers de votre parcours de vie, il y a une destination qui a quand même été marquante dans votre vie. Oui. C'est l'Inde. Oui. Et alors, vous allez en Inde et vous savez pas pourquoi? Non, je ne sais pas.
Et même quand j'ai appelé le guide, il m'a demandé quel était mon but, qu'est-ce que je voulais voir, et je lui ai dit je sais pas. En fait, j'ai suivi une année de développement personnel chamanique quand je suis arrivée sur l'île de la Réunion, parce que je vis à la Réunion depuis 2 ans et demi. Et en arrivant sur l'île, il se passait beaucoup de choses, j'étais pas bien. J'avais déjà commencé mon éveil, j'avais déjà commencé plein de choses avant de partir, mais il y a eu vraiment physiquement des choses difficiles à vivre, et j'ai mis un message sur un groupe Facebook, et puis là, on m'a répondu. Et la dame qui m'a répondu, qui a été une de mes plus belles rencontres spirituelles, et du coup initiée au chamanisme, et elle proposait du coup du développement personnel chamanique. Et lors d'une méditation où on devait recevoir un message de quelque chose qui était important pour nous à faire, j'ai le message « Va en Inde ». Et là, je reviens de ma méditation et je me dis, mais je l'ai déjà eu ce message. Et comme j'ai un petit carnet, parce que je conseille d'ailleurs toujours à noter, je conseille toujours aux personnes de noter un petit peu ce qui se passe dans leur méditation, les messages, je me rends compte que j'avais déjà eu ce message en février 2021 lors d'un voyage chamanique. Et là, je me dis, ça fait 2 fois que j'ai ce message, il faut que j'en fasse quelque chose. Et puis les jours passent. Je reçois une dame au cabinet que j'avais déjà eu plusieurs fois en thérapie, en suivi. Et elle me dit, je reviens d'Inde. Et là, je me dis, et je lui dis, encore un signe. Encore un signe. Je lui dis, est-ce que ton guide parle français? Parce que moi, je ne parle aucune langue étrangère. Elle me dit, oui, il parle bien français parce qu'il il a déjà fait guide pour l'ambassade de France. Enfin, voilà, quelqu'un quand même, mais qui a voulu faire quelque chose de plus spirituel. Donc, il s'est dégagé un peu de tout ça. Et je lui dis, mais est-ce que tu peux me donner son contact? Donc ça, c'était au mois de mars ou avril. Et je me suis pas décidée à l'appeler tout de suite. Le temps a passé et puis un jour, j'étais en plein déménagement. Un matin, je me dis tiens, je vais lui écrire maintenant. Et j'écris à ce monsieur, je lui dis voilà, je voudrais faire un voyage en Inde. Est-ce qu'on peut se contacter? Il m'a dit oui, je vous appelle tout à l'heure. Et donc il m'appelle. Il me dit qu'est-ce que vous voulez faire en Inde? Je lui dis je n'en sais rien. Je lui dis je vais être honnête avec vous. Je pense que je viens de travailler 2 choses. Déjà parce que ça fait 2 fois qu'on me dit va en Inde. Donc, mais je me suis dit, il va me prendre pour une folle, en fait. Et la deuxième chose, c'est de travailler certaines peurs aussi. Parce que j'avais mes enfants, j'ai jamais vraiment rien fait toute seule, j'ai jamais vraiment voyagé. J'ai dit, il faut que je fasse ça. Ouais. Mais je prends pas conscience, en fait, de tout, de la destination, de tout ce que ça engendre derrière. On m'a dit, va en Inde, il faut que j'aille en Inde, ok, j'y vais. Donc, vous y allez? Donc, j'y vais. Il me dit OK. Il m'envoie un programme. J'ai pas le temps de le regarder dans la journée. Il me dit OK. Il me dit je ressens moi aussi qu'il faut le faire. Il me dit d'habitude je fais jamais ça. Je fais que des groupes, minimum 4 personnes. Je fais pas des personnes toutes seules parce que ça a un coût, parce que ceci, parce que cela. Il dit là je ressens vraiment qu'il faut que je le fasse et je vais le faire aussi parce que moi aussi ça va m'apporter quelque chose. Il m'envoie le soir le programme et puis je vois Delhi. Je tape sur Google Delhi et là je vois le temple du lotus. Et en fait, ce lotus, je l'avais vu aussi en méditation dans mes cours de développement chamanique où il y avait un protocole qui était de laisser grandir une boule d'énergie, rentrer à l'intérieur de cette boule, se recharger, se nettoyer, ressortir. Et moi, c'était un lotus. Et je l'avais dit, du coup, à ma chamane, j'ai dit, mais moi, j'ai vu un lotus, c'est pas grave. Elle me dit, non, c'est pas grave, du moment que voilà, tu as réussi, ok. Et là, je revois ce lotus, en fait. Je me dis, mais c'est ok, je lui fais confiance, j'y vais. Et je suis à fond dans mon truc, j'ai dit faut y aller, j'ai pas peur, j'ai pas aucune appréhension. Les peurs sont arrivées le soir à Delhi, où là je me suis retrouvée toute seule avec lui et où j'ai repensé à tout ce que tout le monde m'avait dit, mais tu le connais? Non, je le connais pas. C'est presque de l'insouciance. Exactement, mais j'avais pas pris conscience avant. Okay. Et là, ce voyage, il s'est passé des choses exceptionnelles et en même temps très compliquées, parce que entre ce que je vivais, ce que mon âme vivait, comme une reconnexion, et en même temps, cette prise de conscience dans Delhi où il y a 21 millions d'habitants et je me retrouve toute seule le soir dans les rues de Delhi avec cet homme que je ne connais pas, pas de réseau de téléphone parce que mon forfait ne passait pas en Inde, je ne parle pas anglais. Je me dis mais s'il lui arrive un truc, je fais quoi? Je suis toute seule là. Et là, en fait, les peurs ont pris le dessus, ça m'a envahi, j'arrivais plus à manger, j'arrivais à profiter et en même temps, j'étais complètement dans mes peurs. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce séjour? On a fait des temples, on a été à Rishikesh. Rishikesh qui est une des villes les plus spirituelles, hein. C'est la première ville où l'Himalaya arrive en fait, le Gange. Le Gange arrive de l'Himalaya. Et j'ai vu des cérémonies, j'ai été dans des ashrams. Et je me suis laissée porter en fait. Je me suis laissée porter.
J'ai essayé de mettre mes peurs de côté, mais elles prenaient vraiment le dessus, même physiquement. Enfin, j'arrivais plus à m'alimenter, j'étais vraiment pas bien. Je voulais rentrer, mes enfants me manquaient, mon mari me manquait. C'était la première fois que je partais toute seule comme ça. Mais déjà, juste, votre mari vous laisse partir comme ça? Ouais. Il m'a dit, t'es inconsciente, hein. Il m'a dit, tu te rends pas compte, t'as des enfants. Mais vraiment, vraiment, je ne me rendais pas compte. Je me rendais pas compte. Okay. Mais est-ce que vous sentiez qu'en tout cas, il fallait y aller parce que ça allait contribuer, améliorer, peut-être développer des facultés supplémentaires en tant que passeuse d'âme, en tant que médium, en tant que coupeur de feu? Non. Ah non, pas du tout. C'était juste un appel comme ça. Ouais, il fallait y aller. Il fallait y aller. Vous restez combien de temps? Je suis restée un peu moins de 10 jours. 9 jours, 10 jours, quelque chose comme ça. Et quand vous revenez, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Sur le moment, pas grand-chose. Pas grand-chose. Et c'est après? Non, même pas. Non. Même pas. J'ai pas encore toutes les réponses de pourquoi j'ai été là-bas. J'ai raccourci le séjour quand même. Il y a un soir, j'en pouvais vraiment plus. Je lui ai dit, écoute, là, il faut que je rentre. Et là, j'ai un peu des regrets parce qu'en fait, les 2-3 derniers jours, ça devait se passer chez lui, vraiment en pleine immersion d'une famille indienne avec des partages, des cérémonies, des choses comme ça. Mais le mental avait pris trop le dessus, il fallait que je rentre. Et sa maman qui au final, j'ai appris après, est une guérisseuse assez reconnue là-bas. Quand elle voulait absolument me voir en fait. Quand il a appelé pour lui dire je ramène Marie à l'aéroport parce que ça va pas du tout, elle lui a dit tu te débrouilles comme tu veux mais il faut que vous passiez par la maison, il faut que je la voie. Et dans la voiture, il me dit on va passer chez moi, on va déjeuner et puis après je te ramène à l'aéroport mais il faut absolument qu'on passe chez moi, ma mère veut te voir. Et lors d'un soin que j'avais fait quelques mois avant, justement, ma chamane m'avait dit, il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Je vois une femme très typée. Elle me dit, elle fait un peu berbère, mais elle n'est pas berbère. Elle a vraiment cette peau foncée. Il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Et quand je suis partie en Inde, elle m'a dit, je pense que cette dame, elle est là-bas. Et après, j'ai fait le lien. Du coup, je me suis dit, bah oui, en fait, cette dame, c'était elle. Donc, je suis arrivée chez eux. Je me suis sentie très bien. Vraiment, elle a passé ses mains sur moi, elle a libéré quelque chose. Elle m'avait préparé un petit bracelet mantra qu'elle m'a mis autour du poignet. Et voilà. Et après, je suis rentrée à la maison et j'ai repris ma vie normalement et mes soins, mes séances. Et à ce moment-là, il n'y avait rien eu de marquant, en tout cas au point de marquer une différence avant-après. Sauf que quand elle vous met ce bracelet autour du poignet, donc, elle vous dit quelque chose. Oui. Mais je ne sais pas quoi. Elle parle, parce qu'elle ne parlait pas français. Hein. Elle fait ses mantras, mais je ne sais pas... Et encore aujourd'hui, vous ne savez pas? Non, je lui ai demandé plusieurs fois, du coup, au guide. Hein. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ta maman? Qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi elle voulait me voir? Il ne m'a jamais répondu à ça. Bon. Oui. Donc, vous rentrez en France? Oui. Vous rentrez en France et vous reprenez le rythme normal de votre vie. Et votre vie, évidemment, elle est ponctuée... alors, elle n'a pas été simple. Non. Elle n'a pas été simple parce que vous le dites, hein, vous parlez, vous êtes dans un contexte presque violent. Complètement. Hein? Enfant, oui. Enfant, adolescent, jeune adulte, oui. Oui. Une famille, noyau proche, une maman... Voilà, atteinte de troubles de bipolarité, régulièrement en dépression, un papa très absent, un papa qu'on n'a pas vu pendant un certain temps quand j'ai révélé à ma maman qu'il y avait eu des attouchements vers l'âge de 5-6 ans, qui est tombé lui aussi dans la dépression, dans l'alcool, et puis une maman qui s'exposait beaucoup à la violence conjugale, voilà, qui a été... Et qui mettra fin à ses jours. Et qui a mis fin à ses jours 1 mois après la naissance de mon fils. Où là, il y avait eu la fois de trop dans ses actes et ses comportements. Un soir complètement alcoolisé, elle tombe dans l'escalier. Moi, j'étais à la maternité parce que j'ai accouché prématurément, c'était très compliqué. Et après les tentatives de suicide, on les a toujours connues. Elle nous a toujours préparés, en fait, à un départ comme ça, jeune. Et un soir, ma sœur m'appelle, ma petite sœur. Elle me dit, écoute, maman est tombée dans l'escalier, elle saigne de la tête, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, tu appelles les pompiers. Oui, mais elle veut pas. Je dis, s'il se passe quoi que ce soit dans la nuit, si elle fait une hémorragie ou autre, tu t'en voudras toute ta vie de pas avoir fait quelque chose. Donc, tu appelles les pompiers, puis on voit après. Ma sœur appelle les pompiers, ils se déplacent. Et ils repartent, elle signe une décharge, elle veut pas y aller, elle était complètement saoule, hein.
Mais elle met ma sœur à la porte, en fait. Elle met ma petite sœur à la porte en disant, très vulgairement, bah, tu te casses, je veux plus te voir, fallait pas appeler les pompiers. Enfin, voilà, dans le déni complètement de l'importance de la situation, comme à chaque fois, hein, de toute façon. Et à la suite de ça, moi, j'étais toujours à la maternité. Je lui fais un message, je lui dis, écoute, si tu veux voir ton petit-fils, j'ai voulu lui faire un électrochoc, en fait. Hein. Si tu veux voir ton petit-fils, il faut que tu te fasses soigner parce que là, c'est plus possible. À un moment donné, voilà, il faut mettre en place des choses. Et puis, c'est passé 2-3 semaines et un matin, on nous appelle pour nous dire, ben voilà, maman est à l'hôpital, elle s'est pendue et ils pensent que de toute façon, c'est terminé, il faut y aller. Et c'était le soir de mon anniversaire de couple avec mon mari. Voilà. Donc évidemment, c'est quelque chose de lourd, bien sûr, c'est de marquant, qui a évidemment ponctué votre vie d'une manière qui a dû vous marquer très profondément. Le décès ? Le décès ? C'est marquant, mais c'est pas lourd. C'est un soulagement. Vraiment. On l'a vécu comme un soulagement. Il fallait que ça s'arrête. Pour elle, pour nous, c'était, voilà. Quand on a conscience que vraiment, c'est pas des actes intentionnels, c'est une vraie souffrance, il y a eu quand même un soulagement. Après, ça a enchaîné plein de choses derrière, hein, plus difficile à gérer. Mais non, moi, je l'ai... Mais vous l'avez pris comme un soulagement. Complètement. Ça, comme une délivrance, presque. Oui. Ouais, c'est ça. Ça n'empêche pas l'absence et le manque par moment, hein, d'une maman. Parce que c'était une maman super extraordinaire quand elle n'était pas dans ses crises. Mais pour elle, c'était pas une vie, en fait. Et là, il y a une deuxième étape dans votre vie, qu'on raconte ou qu'on raconte pas? On y va. On y va? Alors, on raconte ça. Parce que vous allez tomber enceinte une deuxième fois. Troisième fois. Une troisième fois, pardon. Vous allez tomber qui est d'ailleurs, qui est presque une situation qui était improbable, d'après ce que vous me dites. Oui. Et là, il y a un rapport avec le départ de votre maman. Oui, complètement. En fait, je tombe enceinte à la suite de mon voyage en Inde. Alors moi, j'ai de l'adénémiose, hein, donc je tombe difficilement enceinte. Mes deux premiers ont 6 ans d'écart parce que ça n'a jamais été simple. Le fait de tomber enceinte ou même que ça tienne. Et je rentre d'Inde, la vie continue, son cours continue. Et puis, fin octobre, je commence à me sentir pas très bien. Je me dis, là, il y a quelque chose. Puis, il se passe quelques jours et absence de règles, voilà. Et je me dis, ben tiens, je suis enceinte, quoi. Mais incompréhensible dans le sens où j'ai une application, je suis depuis des années. C'était pas... Ça devait pas. Physiquement, ça devait pas. Et puis, j'essaie de comprendre, vraiment. Au-delà d'un aspect psychologique, cartésien, je me dis, il y a quelque chose, c'est pas possible. Il y a un lien, il y a... Pourquoi je suis enceinte là, comme ça, maintenant? Et j'avais ressenti quelques mois avant, pendant que je suivais mes cours de développement chamanique, cette énergie féminine, cette présence qui voulait venir. Et je l'avais dit encore à ma chamane à l'époque, avec qui je partageais beaucoup de choses et qui me suivait. J'avais dit, je sens cette présence, elle veut revenir. Et puis j'avais clairement ce message, elle veut revenir, parce que canalisant les messages des âmes incarnées ou non incarnées, quand voilà, je sais faire la différence maintenant entre... Mais comme une présence, juste une présence. Juste une présence. Présence à féminine. Côté de moi, d'une présence féminine qui veut revenir, qu'il faut que je sois enceinte, qu'elle est prête, elle est là et elle veut venir. Bon, moi, il y a déjà 2 enfants, je me dis, est-ce que je suis prête vraiment à un 3e? Parce que voilà, donc je me pose la question et je me dis, puis on en discute beaucoup, puis en fait on se dit, non, on a des projets, on vient d'arriver à La Réunion, on a envie de vivre d'autres choses, non, il y aura pas de grossesse, quoi. Donc vraiment un deuil en plus, parce que tiraillé quand même entre non, il y aura plus de 3e, mais peut-être que, et là on se dit non, c'est non, c'est non. Et puis il y a cette grossesse qui arrive et je sens qu'il y a quelque chose, je sens que cette grossesse est particulière, je vois tous les jours mon bracelet que la guérisseuse en Inde m'avait mis et je me suis dit, ce bracelet, il va tomber quand je vais accoucher parce qu'entre-temps, on prend la décision de garder ce petit bébé qui était là. Et puis un jour, j'étais au cabinet et mon regard se tourne vers la bibliothèque et je vois le livre Les 9 marches de Anne Givaudan que j'avais acheté déjà 1 an et demi avant mais que j'avais jamais lu. Voilà, je l'ai acheté parce que, comme d'habitude... Je sais pas pourquoi, mais je le fais. Je sais pas pourquoi, mais je l'achète. En fait, c'est le leitmotiv de Marie. Hein. C'est ça. Je sais pas pourquoi, mais je le fais. Voilà. Et je le pose. Et là, je me dis, tiens, je vais le lire. Donc, je me mets à lire ce livre. Et puis, j'avais plein de signes, plein de synchronicités, plein de messages. Mais je me dis, j'interprète. Non, c'est pas possible. Enfin, c'est trop bizarre. Même en étant moi déjà très connectée sur plein de choses, en le vivant, en l'expérimentant au quotidien, je me trouvais encore des choses à me dire, non, c'est bizarre, c'est pas possible. Et je finis ce livre. Et là, je dis, écoute, si c'est vraiment toi qui reviens, qui veut venir là,
Fais-moi un signe plus marquant, quelque chose de plus qui est pas interprétable en fait. Mais là, vous parlez de qui? Vous allez voir. Et je finis ce livre un dimanche, donc je lui dis ça. Je dis si c'est vraiment toi, fais-moi un signe parce que là c'est un peu trop flou. Je veux arrêter d'interpréter. Je veux être sûre que c'est vraiment toi. Le lendemain matin, j'emmène ma fille à l'école et là il y avait un papa ami d'une amie de ma fille. Et il avait une amie de métropole avec lui qui était là en vacances. Et il me dit bonjour Marie, on se fait la bise. Je te présente Claudie, mon amie de métropole. Claudie, Marie, Claudie. Et ma maman s'appelait Claudie. Et là, je me dis, je suis sûre que c'est toi qui reviens. Là, j'en suis sûre. Donc, vous pensez oui. que votre fille oui, ma petite dernière est la réincarnation de ma maman. De votre mère. Complètement. Complètement. Pour moi, c'est elle. Comment on vit d'abord avec ça? Parce que je pense qu'il y a dû y avoir les montagnes russes. C'est-à-dire, un côté, c'est formidable, un autre côté, mais je délire. Ben, en fait, le je délire, je l'ai eu jusqu'à ce qu'il me présente Claudie. D'accord. Et à partir de là, plus de doute? Non, plus de doute. Dans la lancée, je repars de l'école, j'appelle mon mari, je lui explique, parce que lui, il a ses croyances, il est un peu plus cartésien, mais à force, ça fait 15 ans maintenant qu'on est ensemble, il voit bien tout le process qu'il y a eu. J'avais eu son papa qui est décédé en juin 2011, qui était venu me voir dans la nuit en me disant qu'une femme allait décéder. Et puis 6 mois après, c'était ma maman. Mais comme je lui avais dit, il le vit tout ça avec moi. Donc, bien sûr. donc rien ne l'étonne quelque part. Non. Ouais. Et je repars. Et en fait, ma mère était née, oui, le 11 juin 66. Et elle nous disait toujours, quand elle savait qu'elle allait pas bien, que c'était le diable, 666. Elle nous le répétait tout le temps. Voilà, c'est quelque chose qu'elle nous a ancré aussi, hein. 666, 666. Oui, parce que juin 6 est l'année 66. Voilà. Donc 666. Exactement. Et ce matin-là, donc, il se passe ça à l'école. Je prends la voiture, je pars pour rejoindre mon mari pour aller l'aider. Et là, la voiture devant moi, la plaque, c'était 666. Donc, en 20-30 minutes, j'avais eu 2 réponses déjà. Et ma fille était prévue pour le 21 juillet à peu près, 2024. Et elle est née le 6-6-24. Ah oui. Et il y a eu plein d'autres petites choses comme ça. Le prénom, elle s'appelle Pia. Et Pia, ça veut dire pieuse. C'est papa qui a choisi le prénom, hein. Donc moi, pas du tout connectée au prénom sur le moment quand il a choisi. J'étais un peu réticente. Et puis après, quand j'ai dit OK, c'est bon, je suis d'accord pour Pia, quand on a su que c'était une fille au moment de l'échographie. J'avais besoin de l'échographie pour me positionner. C'est ma grand-mère, la mère de ma mère, qui a été faire des recherches et qui m'a dit, mais tu sais que Pia, ça veut dire pieuse et que Pia est Padre Pio, et qui m'a expliqué un petit peu tout le côté religieux de ce prénom. Et je me suis dit, mais voilà. Et Padre Pio est connu pour la résurrection d'un bébé. Donc, enfin, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est une histoire assez incroyable que vous racontez là. Que j'ai beaucoup hésité à raconter. Mais que je vous remercie. Oui, on en a parlé juste avant de prendre l'antenne et on s'est, voilà, moi je respectais évidemment complètement votre décision sur le fait de vouloir ou de ne pas vouloir. Vous l'avez fait. Aujourd'hui, Pia a quel âge? Elle est toute petite. Ah oui, elle a 8 mois. Elle a 8 mois. Elle a 8 mois. Comment on vit avec ça? Si vous êtes... C'est Pia. Je dissocie, voilà, c'est Pia. Elle vient, elle nous a choisi nous comme parents. On n'est pas ses parents qu'elle a eu avant. Enfin, on est Marie, Guillaume et on a Pia. Est-ce que ça veut dire que vous allez être influencé, scruter ses comportements, ses attitudes pour voir si il y a un biais, un lien ou si... Peut-être qu'au moment où on les vivra, je ferai du lien. Voilà, des choses qu'elle aura à régler, à travailler. Mais pour moi, c'est Pia, en fait. Puisque vous êtes passeuse d'âme, médium, évidemment, on a envie de se dire, mais demandez directement à la bonne personne. Comment ça? Rentrez en contact avec votre mère pour lui demander confirmation. Alors là, vous l'avez fait en disant « fais-moi un signe », mais on sait que les médiums ont plus que ça. Donc, est-ce que vous avez tenté d'entrer en contact avec votre mère pour qu'elle vous confirme Je l'ai pas fait depuis tout ça, parce que pour moi, les réponses... Puis là, j'ai des frissons, donc... là, non, pour moi, c'est clair. C'est clair. Ouais, non, c'est...
Non, j'ai plus envie de me concentrer sur maintenant, ma fille Pia est là, elle a sa vie à faire, elle a des choses à expérimenter, à guérir certainement comme tous, hein. Mais non, on est dans l'instant présent. Enfin, on verra. On verra comment elle évolue, Bon, j'ai quand même regardé dès la naissance, hein, le jour J, dès que je suis rentrée dans ma chambre, sa numérologie karmique, parce que j'avais besoin d'aller voir un petit peu ce qu'elle venait régler. C'est sûr. Donc, chemin de vie 2, hein, forcément, voilà. Donc ça ce veut besoin d'être en lien avec l'autre, hein, le 2, il fonctionne pas seul, il fonctionne toujours avec l'autre. Donc, et ma mère avait une grosse dépendance affective. Donc, pour moi, ça a fait sens aussi. Elle avait cette dépendance affective et en même temps, elle était toujours dans une dualité aussi. Donc, quelle histoire! Voilà. Pour moi, ça fait du sens comme ça aussi. Mais Est-ce que ça, dans votre accompagnement et en tout cas votre expertise, est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Parce que je rappelle qu'effectivement, vous faites aussi la numérologie karmique, des nettoyages énergétiques, vous êtes coupeur de feu. J'ai pas voulu choisir, en fait. Comment? J'ai pas voulu choisir. Tout ça? Ouais. Non, quand on m'a annoncé, parce que moi, on m'a d'abord annoncé mes capacités. Ça se réveillait, mais je minimisais parce que comme ça faisait partie de moi, j'avais pas l'impression que c'était quelque chose de particulier. Et quand vraiment j'ai eu mon éveil et qu'on m'a dit tu as telle capacité, tu es une passeuse d'âme, j'ai pas voulu choisir d'être que médium, que guérisseuse. En fait, je fais à l'instinct et à l'instant. Voilà, la personne vient, elle vient peut-être pour quelque chose, mais si on sent qu'il y a autre chose, moi je vais aller sur ça et pas plus. Voilà, j'ai pas voulu choisir entre. Ce qui est assez étonnant, c'est que encore aujourd'hui, donc vous vous posez la question par rapport à ce qu'a pu dire cette guérisseuse indienne et ce bracelet qu'elle vous met autour du poignet. Moi, ça peut rendre fou que de ne pas savoir. Ouais. J'ai voulu, mais on me répond pas. J'ai pas contact avec elle directement. Hein, j'ai toujours contact avec le guide, mais elle me répond pas. Enfin, je lui pose la question et il ne me dit rien. Il me répond autre chose, mais jamais ça. Est-ce que est-ce que ça a décuplé entre ce voyage en Inde, entre ce que vous avez vécu au travers de la naissance de votre fille et cette certitude que vous avez aujourd'hui de réincarnation de votre maman? Est-ce que ça a décuplé vos facultés? Est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que c'est un plus? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont révélées dans votre façon d'accompagner les gens ou dans vos capacités médiumniques, par exemple? Je pense pas que ça a décuplé. J'ai l'impression d'être toujours un petit peu sur les mêmes vibrations, les mêmes énergies. Ça m'a permis, par contre, d'en parler plus, de le montrer plus. En fait, quand j'ai ouvert le cabinet au début, je me suis cachée derrière hypnothérapeute parce que j'osais pas assumer. Et d'avoir vécu tout ça, de prendre conscience qu'en fait, tout le monde ne vit pas forcément tout ça et qu'il y a des réelles capacités derrière que je travaille, hein, parce que c'est pas parce que les capacités sont là qu'il faut pas les travailler ou autre. Mais ça m'a permis peut-être de désacraliser ou je sais pas, de passer un cap, en tout cas, pour moi, sur mes capacités en disant, ok, Marie, en fait, c'est là. Ça fait partie de toi, ouais, d'accepter. Accepter. Et votre prénom, c'est Marie, hein? Et mon prénom, c'est Marie. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Mon prénom, c'est Marie, mais sur l'amour aussi. Je suis née la Sainte Amour. L'anagramme de mon prénom, c'est Aimé. C'est vrai? Ouais. Marie, j'ai une tache de naissance en forme de cœur sur la cuisse. Je suis en chemin de vie 6, qui est l'amour. Enfin, voilà. En fait, toutes ces choses-là, elles m'ont permis de plus prendre conscience, en tout cas, de ce pourquoi je suis là, de ma mission. Ouais. Que aujourd'hui vous acceptez, que vous assumez, que vous reconnaissez, avec laquelle vous vivez sans questionnement pour le coup. Un petit peu des fois, oui, un petit peu. Sur le fait je disais à mes sœurs, je vais faire mon coming out de médiumnité dans l'émission parce qu'il y a encore des gens proches de moi avec qui je communique pas vraiment clairement tout ce que je peux vivre, ressentir dans ces messages, dans ces canalisations. Mais voilà, là, c'était peut-être aussi un moyen de dire OK. En tout cas, vous vous sentez prête pour le coup. Oui. Complètement. Ouais. Qui sont les gens qui aujourd'hui font appel à vous? Est-ce que il y a plus d'âmes incarnées que d'âmes? Il y a le jour et la nuit. la nuit, je vais être très contactée par les désincarnés. Vraiment. Et encore plus depuis que je me suis formée à l'hypnose, j'en ai encore plus conscience parce que j'ai cette capacité de dissociation, de rester consciente de ce qui se passe dans l'inconscient très facilement. Donc la nuit ou si je me pose dans la journée, faire une méditation, une sieste ou autre, là je vais vraiment m'occuper, aider des personnes désincarnées.
ou dans les hôpitaux, ou voilà, dans des lieux un peu chargés comme ça où il y a du monde. Et la journée, quand je suis en mode thérapeute holistique, c'est les personnes incarnées qui viennent et qui sont très souvent en plein éveil ou qui ont des problématiques, des blocages. Et là, j'ai une double vie en fait, ouais, vous avez jour et nuit. Jour et nuit, double vie, mais double casquette. Mais ça veut dire, il y a des ponts évidemment entre les deux, et je suppose que même la journée, vous devez avoir peut-être une approche aussi un petit peu plus médiumnique. Ça peut arriver, j'imagine. Oui, complètement, complètement. Si je suis en séance et que un grand-père se connecte. Alors en fait, les âmes désincarnées m'aident beaucoup à donner des éléments de guérison aux personnes incarnées, enfin aux âmes incarnées qui viennent me voir. J'ai la personne qui va me raconter son problème, mais en fait, je vais avoir tous les autres à côté que la personne ne voit pas, mais que moi j'entends, et qui vont me dire, non, elle te dit ça, mais en fait c'est ça. Ah oui, mais parce que telle personne dans la famille a connu ou a vécu ça, et c'est ça le problème. Si je dois donner un exemple concret, ça va être sur un grand... l'autre jour, j'ai un monsieur qui vient me voir, et puis je sens qu'au niveau affectif, c'est compliqué quand même. Il n'arrive pas. Il vient en me disant... Alors très souvent, ça c'est rigolo, on me dit, je sais pas pourquoi je suis là. Bon, ok. Comme vous, hein. Oui, aussi. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je viens. Exactement. Je ne sais pas pourquoi je vais en Inde, mais je viens. Mais j'y vais. Ouais, j'y vais. Donc, du coup, il me dit, voilà, je ne sais pas pourquoi je suis là. Et puis, au fur et à mesure qu'on discute, je sens la présence de quelqu'un et je sens que c'est une noyade. Parce que du coup, j'ai les ressentis physiques. Et je sens que là, je suis oppressée. Et du coup, je le coupe. Je lui dis, excuse-moi, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est noyé dans ta famille. Puis, il réfléchit. Il me dit, ah, oui, le frère d'une grand-mère. Exactement. Le grand-oncle, mon grand-oncle s'est noyé, chagrin d'amour, il s'est jeté dans l'eau et il s'est laissé noyer. Et en fait, du coup, une fois qu'on a mis ça en lumière, le grand-oncle me dit que il est là en fait parce que niveau affectif, c'est compliqué. Mais lui, de lui-même, n'était pas capable de me dire que c'était pour ça qu'il était là. Et du coup, on est parti là-dessus et ça lui a permis de libérer des choses, de conscientiser et d'avancer. Ouais, c'est ça. En fait, c'est les messages de ceux qui sont pas là qui me permettent, ou de l'âme de la personne, qui me permettent de dire, en fait, tu viens pour ça, mais non, c'est pas ça le problème, c'est ça. Et du coup, après, on le règle et puis... Faut écrire. J'y pense. J'y pense beaucoup. Ça ressort beaucoup. Parce que là, entre tout ce que vous avez, là, évidemment, entre les sessions de chaman, les sessions où vous êtes en Inde, les sessions avec votre fille, toutes ces... Et encore, il y a évidemment, j'imagine, des tas d'autres choses à raconter. Complètement. Mais aujourd'hui, vous avez trouvé votre voie? Ah oui. Ouais. Ah oui. Je me suis cherchée longtemps. Ouais. J'en ai fait des métiers différents. Mais en même temps, c'était difficile parce que j'avais ce gros souci de légitimité. J'ai eu des difficultés scolaires, dyslexiques, je me sentais pas à ma place. Enfin, j'ai toujours été en observation. Je me revois encore petite dans la cour de récré à regarder les autres camarades et à observer comme si j'analysais l'être humain, en fait. De dire, tiens, lui, il se comporte comme ça. Lui, il fait ça, mais non, mais c'est pas ça. Enfin, et d'avoir déjà ces messages. Comme si j'étais un élément envoyé sur Terre pour faire le lien comme une expérience d'observation. Et ensuite, une fois que j'avais saisi tout ça, de mettre en place des choses pour les aider, pour dire, non, tu fais ça, mais en fait, c'est pas ça. Et donc, oui, je pense qu'il y a... Quelque chose. Il y a quelque chose. Bon, vous êtes à La Réunion. Oui. Évidemment, si vous avez la chance d'aller là-bas, où il y a un cabinet et vous pourrez recevoir, mais vous faites les choses en visio, j'imagine. Complètement. Oui. Hier soir, chambre d'hôtel, 20h, j'étais en visio. Oui, je fais en visio beaucoup avec la métropole. Étant d'ici, j'ai quand même du lien et des personnes que j'accompagne à distance beaucoup. Coupeur de feu, on l'a dit, oui. Parce que ça aussi... Alors ça aussi, il faut juste 10 secondes, il faut désacraliser le truc, parce que coupeur de feu... désacraliser. Non mais moi j'ai toujours entendu dire, attention, coupeur de feu, c'est un truc un peu particulier, ok, et ça se transmet de génération en génération, où ça se donne, où ça se... Voilà. C'est vrai ou pas, ça? Pour ma part, je ne sais pas, puisque mes ancêtres, déjà, je connais pas beaucoup. Côté paternel, c'est un peu flou, je sais pas. Donc vous savez pas, personne ne vous a transmis quoi que ce soit, pour le coup. Bon. C'est un jour, j'étais au travail, et mon collègue avait une brûlure à l'oreille, et là, pareil, en fait, mon regard est attiré vers son oreille, je dis, mais qu'est-ce que tu as à l'oreille? Il me dit, je me suis brûlée hier, j'ai trop mal, je supporte plus la douleur. Et là, mes mains, elles se mettent à chauffer. Et je me dis,
qu'est-ce qui se passe? Mais j'osais pas lui dire parce que même moi, je ne savais pas. Et puis, on bossait dans l'immobilier. Donc, et puis lui, très, voilà, je l'aime énormément, mais très cartésien, très, voilà. Et je lui dis, mais ça a insisté. Enfin, ça a insisté à l'intérieur de moi, hein. Et je dis, mais, est-ce que je peux mettre mes mains sur ton oreille? Il me dit, mais tu sais faire ça? Mais j'en sais rien, en fait. Je sais pas. Je dis, je sais pas. Voilà. Et heureusement qu'on avait ce lien-là plus profond où j'ai pu lui dire, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie de mettre ma main sur ton oreille. Et je lui ai mis la main sur l'oreille, j'ai attendu, j'ai pas fait de protocole spécifique, j'ai rien dit, je savais pas. Donc j'allais pas inventer quelque chose. Et le lendemain matin, il revient, il me dit, non, mais je sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, j'ai plus rien. Il me dit, j'ai pu dormir sur mon oreille. Il s'était brûlé avec un chalumeau de désherbage, hein, donc vraiment une brûlure pas belle. Et quelques jours après, notre collègue qui vient, gros coup de soleil, en feu, j'ai pas dormi de la nuit. Bah pareil, mes mains se mettent à s'activer, à brûler. Je lui dis, bah écoute, tu veux que je mette mes mains? Et puis du coup, voilà, au bout de 10 minutes, elle avait plus rien. Moi, j'ai failli vomir parce que j'étais pas bien du tout. Donc là, j'ai compris qu'effectivement, il y avait quand même des choses à mettre en place pour se protéger. Mais en fait, c'est toujours comme ça. Ça vient, ça se réveille et après, je comprends que. Et j'ai l'impression que vous ressentez beaucoup dans le corps. Hein. Oui. Vous parliez tout à l'heure de frissons, Beaucoup par le corps. Les personnes, la manière dont elles décèdent quand on me demande de faire un contact défunt, très souvent, les premières choses, je vais voir si c'est une maladie, si c'est un cancer de l'estomac, si elles sont décédées comme ça, si elles sont décédées par noyade. Je vais avoir les douleurs physiques de la personne décédée. Ou quand elle va décéder, parce que ça m'arrive aussi sur des personnes qui sont dans le coma ou qui sont très malades et en fin de vie, bah, voilà, d'avoir un petit peu les informations de ce qui va se passer sur les derniers moments. Et personnage, hein, Marie, hein, personnage. On va mettre autour de la vidéo, bien sûr, les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Marie Etchari Ferré, et vous aurez aussi évidemment la possibilité de réécouter cette émission pour peut-être vous forger une opinion, voir un petit peu ce que vous ressentez au travers des propos de Marie. Moi, j'ai trouvé d'abord bravo pour ce courage, parce qu'il faut une petite dose de courage pour dire les choses et pour se raconter de cette manière-là. Oui. Mais je sens que c'est important. C'est le moment. C'est le moment, c'est important, et que ça permette à d'autres personnes aussi, parce que je trouve que on a trop de tabous. On fait de la spiritualité quelque chose d'inaccessible, incompréhensible, alors que c'est très simple et qu'on est énormément de personnes à ressentir plein de choses, mais qu'on n'ose pas. On n'ose pas libérer la parole. On a l'impression qu'il faut être à un certain niveau, un certain degré pour être légitime alors que non, en fait, c'est juste nous. On a juste à être nous, en fait, je pense. Eh ben, vous l'avez été. Merci pour ce magnifique ananas. Qui est sur la table, voilà, et qui vient précisément de La Réunion. Exactement. Waouh, magnifique. Donc, merci pour ce geste. Donc, encore une fois, vous commentez. Alors, bien sûr, vous allez partager tout ça. Vous commentez avec bienveillance, bien sûr. Bon retour, Marie. Merci. Vous repartez directement Non, je vais faire un petit tour. Un petit tour encore à Bordeaux. Voir la famille. Très bien. Profitez. Merci infiniment. Merci. Saluez la famille. Saluez également votre mari qui est d'une patience inouïe. Oui, complètement. Non, mais je lui ai dit là, je lui ai fait un message, j'ai dit, je te remercie de me suivre dans tous mes délires et mes lubies parce que déjà moi, à la base, je peux pas mettre de mots quand j'ai envie de vivre quelque chose, mais il a bien compris qu'en fait, je peux jamais dire pourquoi je veux faire. C'est l'appel. C'est l'appel. Ouais. Et après, on comprend. Bon. Et voilà. Mais prenez soin de vous quand même, hein, soyez prudente. Ouais. Hein. Bon, magnifique. Merci, on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.